Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hélène Fischer, je suis enseignante à l'Université de Lorraine et chercheuse à l'Institut Jean Lamour. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter et tenter de vous expliquer une découverte majeure de la fin du XXe siècle, la magnétorésistance géante. Mais quelle est cette propriété de magnétorésistance? L'analyse du mot magnétorésistance renseigne sur son sens. Il s'agit de la propriété d'un matériau de changer de résistance électrique quand un champ magnétique lui est appliqué. Sa résistance sous champ est alors différente de sa résistance sans champ. Ce phénomène a été observé dans les matériaux massifs il y a déjà longtemps, mais sa très faible amplitude en a limité l'intérêt. Pourtant, la magnétorésistance pourrait engendrer des applications des plus intéressantes si l'on trouvait des systèmes présentant un effet de grande amplitude. En 1988, des chercheurs sont justement parvenus à imaginer et réaliser des dispositifs très élaborés présentant une magnétorésistance de grande amplitude. Cette découverte est extraordinaire par les applications qu'elle a engendrées. C'est pour cette raison que le prix Nobel de physique a été attribué en 2007 aux deux chercheurs qui en sont à l'origine, le français Albert Fert et l'allemand Peter Grünberg. C'est cette découverte que nous allons tenter d'expliquer dans cette vidéo. Pour y parvenir, nous commencerons par nous pencher sur l'origine de la conduction et de la résistance électrique d'un métal. Nous chercherons ensuite à comprendre l'effet du magnétisme de certains métaux sur ses propriétés. Nous disposerons alors des outils nécessaires pour imaginer des dispositifs qui pourraient présenter un effet de forte amplitude. Enfin, nous présenterons les expériences et résultats historiques d'Albert Fert et Peter Grünberg à l'origine de leur prix Nobel. Alors, pour commencer, à l'origine d'un courant, il y a des électrons libres de se déplacer dans un métal conducteur. Un électron, c'est une particule quantique élémentaire qui est à la fois une masse m, une charge négative Q égale -E, et un mini-aimant quantique que l'on appelle spin, noté S. L'électron se comporte comme une aiguille aimantée bien particulière qui ne peut avoir que deux directions opposées. Ce sont les deux seules directions possibles du spin, notées up et down. Dans un métal, si la plupart des électrons sont solidement liés au noyau de l'atome, quelques électrons peuvent se déplacer d'un atome à l'autre avec facilité. Ce sont ces électrons, dits libres, qui sont responsables de la conduction électrique. Les atomes du métal sont rangés de façon ordonnée et forment un cristal. Si ce cristal est parfait, les électrons libres le traversent directement. Si ce cristal est réel, les électrons libres rentrent en collision avec des impuretés, des lacunes ou avec les vibrations des atomes ou ions autour de leur position d'équilibre. En l'absence de champ électrique extérieur, le mouvement des électrons libres dans le cristal n'est dû qu'à l'agitation thermique. Il est incessant et complètement désordonné, de résultante nulle. Mais ce mouvement est loin d'être négligeable. En effet, la vitesse moyenne V0 de diffusion des électrons dans le métal à une température donnée, définie par le rapport entre lambda, la distance moyenne entre deux chocs consécutifs, et tau, le temps moyen entre ces deux chocs, peut être très importante. Par exemple, elle est égale à 1 600 000 mètres par seconde dans le cuivre à 27 degrés Celsius. En présence d'un champ électrique extérieur, les électrons acquièrent un mouvement de dérive dû à ce champ qui se superpose au mouvement dû à la diffusion. Selon le modèle classique de Drude, les collisions des électrons libres dans le cristal réel peuvent être modélisées par une force F de freinage inversement proportionnelle au temps de diffusion moyen. En effet, plus les collisions sont fréquentes, plus le temps de diffusion tau est petit, plus grand est le freinage induit. L'application du principe fondamental de la dynamique à l'électron libre permet alors d'exprimer sa vitesse dans un cristal réel en présence d'un champ électrique extérieur. Ce qui est très important dans la formule obtenue, c'est qu'à l'équilibre, cette vitesse V, dite de dérive, est proportionnelle à tau, le temps de diffusion moyen. La densité de courant dans le conducteur est définie comme le produit -NEV, avec N le nombre d'électrons libres dans le métal par unité de volume, -E la charge de l'électron et V sa vitesse de dérive. En remplaçant V par son expression, on obtient la densité de courant J en fonction du champ appliqué E.
C'est ce coefficient devant E qui vaut NE au carré tau sur M que l'on appelle la conductivité électrique du métal, son inverse étant sa résistivité. En intégrant la densité de courant sur la section d'un volume de conducteur massif, on arrive à l'expression du courant traversant ce conducteur et à celle de sa résistance électrique. Alors maintenant, que se passe-t-il si le métal est de plus magnétique? Mais pourquoi certains métaux ont-ils des propriétés magnétiques et d'autres non? Voilà les premières lignes du tableau périodique des éléments. Les éléments légers ferromagnétiques de la classification sont encadrés en rouge. Ce sont le fer, le cobalt et le nickel. Mais pourquoi leur voisin de droite, par exemple le cuivre, n'est-il pas ferromagnétique? Pour répondre à ces questions, comparons les structures électroniques du fer en haut de l'écran et celles du cuivre en bas. Leurs couches électroniques profondes ont la même structure que l'argon. Les électrons de ces couches ne participent ni au ferromagnétisme ni à la conduction. Ensuite, pour le fer, les deux premiers électrons de la quatrième ligne remplissent le niveau d'énergie 4s et les 6 suivants occupent le niveau d'énergie 3d. Or, celui-ci peut accueillir 10 électrons. D'après la règle de Hund et le principe d'exclusion de Pauli, la configuration de plus basse énergie est obtenue en plaçant un maximum d'électrons de même spin dans des orbitales différentes avant d'apparier des électrons de spins opposés. Ainsi, pour le fer, il existe 4 électrons 3D non appariés à l'origine de l'aimantation de l'atome de fer. Pour le cuivre, il se trouve que l'état de plus basse énergie est obtenu en remplissant le niveau d'énergie 3D avec 10 électrons. L'aimantation portée par un atome de cuivre est donc nulle. Reste alors un électron sur le niveau d'énergie 4s. C'est cet électron, peu lié à l'atome de cuivre, qui le quitte facilement pour devenir libre et donner naissance à un ion Cu+. Lors du passage de l'atome isolé au solide continu, les niveaux d'énergie évoluent vers des bandes d'énergie. L'occupation partielle du niveau d'énergie 3D de l'atome de fer est à l'origine d'une dissymétrie des bandes d'énergie occupées par les électrons 3D ayant des directions de spin opposées. Par conséquent, il existe une majorité d'électrons ayant leur spin orienté dans l'une des directions, ce qui est à l'origine du magnétisme du matériau considéré. Ainsi, nous appellerons up la direction de spin des électrons majoritaires à l'origine d'une aimantation résultante et down la direction de spin des électrons minoritaires nécessairement opposés à cette aimantation. Dans un cristal de fer, chaque atome porte donc un moment magnétique non nul. Ces petits moments magnétiques atomiques s'orientent dans la même direction et se cumulent à l'intérieur de domaines micrométriques appelés domaines de Weiss quand la température est inférieure à une température d'ordre, dite de Curie, propre aux matériaux considérés. Juste une petite remarque au passage. Dans le métal massif, les aimantations de tous ces domaines peuvent être réorientées dans la même direction grâce à l'application d'un champ magnétique extérieur. C'est ainsi que l'on aimante un morceau de fer. Revenons à notre sujet, la conduction dans un métal ferromagnétique. Nous disposons à présent des éléments nécessaires pour comprendre deux résultats importants à considérer. D'une part, la diffusion des électrons par les atomes du cristal dépend de l'orientation du spin des électrons par rapport à l'aimantation M. En l'occurrence, la diffusion des électrons de spin up est inférieure à la diffusion des électrons de spin down. Ainsi, le temps de diffusion des électrons de spin up est supérieur au temps de diffusion des électrons de spin down. D'autre part, le spin se renverse au cours de la diffusion de l'électron dans le cristal. Ce phénomène de spin flip nécessite de définir deux nouvelles grandeurs, la distance moyenne et la durée moyenne entre deux flips consécutifs. Mais alors, si la durée entre deux flips consécutifs est supérieure au temps de diffusion des électrons de spin up et de spin down, les courants dus aux deux types d'électrons sont indépendants. C'est le modèle de Mott à deux courants. Dans ce cas, dans les métaux ferromagnétiques comme le fer, comme le temps de diffusion des électrons de spin up est supérieur à celui des électrons de spin down, la conductivité est plus grande pour les électrons de spin up que pour les électrons de spin down, ce qui donne naissance à deux courants indépendants, celui des électrons de spin up étant supérieur à celui des électrons de spin down. Le courant total est alors la somme des courants d'électrons de spin up et de spin down.
Le montage électrique équivalent à l'existence de ces deux courants parallèles et indépendants, l'un étant supérieur à l'autre, est celui de deux mailles parallèles comportant chacune une résistance, l'une étant inférieure à l'autre. Nous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires pour que, associés astucieusement, ils puissent créer un effet de magnétorésistance. Mais comment faire? L'idée géniale qu'il fallut avoir fut d'empiler des couches minces d'épaisseur totale inférieure à la distance de spin flip afin de conserver deux courants indépendants en alternant métal non magnétique et métal magnétique. Voilà le début d'un tel empilement. Mais que se passe-t-il quand un courant le traverse? Après avoir traversé la couche conductrice non magnétique, les électrons de ce courant rencontrent la couche conductrice magnétique, d'aimantation M. Les électrons de spin up sont alors beaucoup moins diffusés que les électrons de spin down. Résultat, il y a plus d'électrons de spin up que d'électrons de spin down qui émergent dans la couche conductrice non magnétique suivante. On a ainsi fabriqué un filtre à électrons qui trie les électrons selon leur direction de spin. Alors, que se passe-t-il maintenant si l'on rajoute une deuxième couche conductrice magnétique sur cet empilement? De deux choses l'une. Soit l'aimantation M2 de cette deuxième couche est opposée à l'aimantation M1 de la première. Alors, les électrons de spin up issus de la première couche magnétique sont justement ceux qui sont très diffusés dans la deuxième couche magnétique. Ils ne peuvent donc pas atteindre la couche conductrice non magnétique suivante. Finalement, extrêmement peu d'électrons ne peut émerger de cet empilement. Soit l'aimantation M2 de la deuxième couche magnétique est parallèle à l'aimantation M1 de la première. Alors, les électrons issus de la première couche magnétique sont ceux qui sont très peu diffusés dans la deuxième couche magnétique. Ils peuvent donc la traverser pour atteindre la couche conductrice non magnétique suivante. Finalement, un courant d'électrons ayant quasiment tous la même direction de spin émerge de cet empilement. Alors, comment exprimer la résistance électrique équivalente à cet empilement? Deux possibilités, selon l'état parallèle ou antiparallèle des aimantations des deux couches magnétiques. Dans le cas antiparallèle, les trajets des électrons de spin up et down sont finalement équivalents. Le montage électrique correspondant est alors celui de deux mailles parallèles, comportant chacune deux résistances en série, l'une importante, l'autre faible. Les deux chemins sont équivalents. Les courants d'électrons de spin up et down traversant la multicouche sont donc identiques. Dans le cas parallèle, les trajets des électrons de spin up et down ne sont pas équivalents. Les électrons de spin parallèles aux aimantations des deux couches sont très peu diffusés, alors que les autres le sont beaucoup. Le montage équivalent est alors celui de deux mailles parallèles comportant chacune deux résistances en série, toutes les deux faibles dans l'une des branches, toutes les deux importantes dans l'autre. Les deux chemins présentent donc des résistances très différentes. Le courant d'électrons de spin up traversant la multicouche est donc bien supérieur à celui des électrons de spin down. Un petit calcul d'électrocinétique nous permet alors de déterminer la résistance équivalente aux deux mailles parallèles dans chaque cas. La résistance équivalente à la configuration antiparallèle de la multicouche est grand R plus petit r sur 2, alors que la résistance équivalente à la configuration parallèle de la multicouche est 2 fois grand R petit r sur grand R plus petit r. La résistance obtenue dans le cas antiparallèle est donc bien supérieure à celle obtenue dans le cas parallèle. Le rapport de magnétorésistance est défini comme le rapport de la différence entre ces deux résistances par la résistance obtenue dans le cas parallèle. Comme ce rapport de magnétorésistance s'exprime en pourcentage, le rapport obtenu est multiplié par 100. Alors maintenant, à partir de ce système à deux états, comment engendrer un effet de magnétorésistance? L'idée, c'est de trouver un système stable dans l'état antiparallèle qui soit capable de basculer dans l'état parallèle grâce à un champ magnétique extérieur B. Mais attention, tout cela n'a de sens que si le spin des électrons ne flippe pas à la traversée de l'empilement. Il faut donc que l'épaisseur totale de l'empilement réalisé soit inférieure à la distance de spin flip, et celle-ci n'est que de quelques nanomètres. L'épaisseur de chaque couche ne doit donc être que de quelques plans atomiques, tout en étant de grande qualité cristalline. La réalisation d'empilements de ce type est un réel défi technologique. Quel est le contexte scientifique? Nous sommes à la fin des années 90 et les techniques de dépôt de couches minces sous ultravide sont de mieux en mieux maîtrisées.
L'épitaxie par jet moléculaire en particulier permet la réalisation de multicouches monocristallines de grande qualité en maîtrisant l'épaisseur de chaque couche au plan atomique près. On est alors capable de fabriquer des empilements de couches de matériaux différents, AB, AB par exemple, chaque couche ne comportant que quelques plans atomiques de chaque matériau. Le motif AB est répété n fois afin que les quantités de matière déposées soient suffisantes pour produire un signal exploitable lors des diverses caractérisations ultérieures. Le contexte scientifique, c'est aussi celui des résultats de l'équipe de Peter Grünberg en Allemagne. Dans le système fer-chrome, ils mettent en évidence l'existence d'épaisseurs de chrome, 9 angstroms par exemple, pour lesquelles le couplage entre les couches de fer est antiferromagnétique, et d'autres, 20 angstroms par exemple, pour lesquels ce couplage est ferromagnétique. Reste alors, si l'on peut dire, à fabriquer des multicouches fer-chrome avec des couches de chrome d'épaisseur correspondant à un couplage antiferromagnétique entre les couches de fer sous champ nul. De nombreux empilements sont alors réalisés en jouant sur de très nombreux paramètres. À l'écran est présenté l'empilement de 40 bicouches de 30 angstroms de fer et de 9 angstroms de chrome chacune, qui donnera les meilleurs résultats de magnétorésistance. Des mesures courant-tension pour diverses valeurs du champ magnétique ont permis ensuite de caractériser la résistance des multicouches pour chaque valeur de champ et de déterminer le champ magnétique seuil, BS, au-delà duquel se produit le basculement entre les configurations antiparallèles et parallèles. Les résultats obtenus apparaissent sur ces fameuses courbes historiques. Elles présentent le rapport des résistances sous champ et sans champ en fonction du champ magnétique appliqué pour diverses multicouches. Logiquement, ce rapport vaut 1 quand le champ appliqué est nul. La configuration est alors antiparallèle de résistance maximale. L'effet de magnétorésistance le plus important est observé pour l'empilement comportant 40 bicouches de 30 angstroms de fer et 9 angstroms de chrome chacune. Le rapport entre la résistance sous champ et sans champ est alors d'environ 0,57. Le rapport de magnétorésistance correspondant est de 80%, le plus important jamais rencontré. D'où le terme de magnétorésistance géante utilisé pour décrire l'effet observé dans ces empilements. Voilà les deux articles historiques, à gauche celui de l'équipe d'Albert Fert, à droite celui de l'équipe de Peter Grünberg, publiés quasi simultanément, à l'intérieur desquels les expériences réalisées sont expliquées. En conclusion, on peut dire que la découverte de la magnétorésistance géante est fondamentale à plus d'un titre. Elle est en particulier le point de départ de la spintronique, ou électronique construite à partir du spin plutôt qu'à partir de la charge de l'électron. Le développement de cette jeune discipline de pointe a rendu possible la manipulation de courants avec des aimants de taille nanométrique et inversement le contrôle des aimantations par des courants. Elle est aussi le point de départ de nombreuses applications. Elle a notamment permis la mise au point des têtes de lecture des disques durs et le développement des mémoires magnétiques ou des capteurs magnétiques. Voilà la fin de cette vidéo consacrée à la découverte de la magnétorésistance géante. Je vous remercie pour votre attention.